Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui est courte. Je vous avais promis que je vous ferai les nouveautés du mois de juin. J'ai été très surprise parce qu'en fait au mois de juin, il y a très peu de sorties. Autant il y en avait énormément en mars, avril, mai, même de janvier à mai. Mais là en fait pour juin, juillet, août, il n'y a pratiquement rien. Donc ça va être une vidéo très rapide pour une fois. Là j'en ai sélectionné 7 qui sortent au mois de juin. Pour juillet, août, je pense que je vous ferai ça dans les vlogs ou alors je regrouperai les 2 mois. On verra comment on fait d'ici là. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Comme vous le savez, je lis de tout. Ce ne sont pas toutes les sorties, c'est vraiment celles qui, moi, m'intéressent et donc qui rejoignent ma wishlist. Ça ne veut pas dire que je vais les acheter non plus, mais au moins elles rejoignent ma wishlist. Donc, peut-être que plus tard, je les achèterai. Peut-être que je les prendrai en audio. Peut-être que je les prendrai à la médiathèque en emprunt. Donc, on verra bien. Alors, le premier que j'ai repéré, c'est Dernière génération de Marie Dilger, ou Dilger, je ne sais pas. C'est un roman qui sort aux éditions d'Avalon et il fait 360 pages. Camille, trentenaire, découvre avec effroi qu'elle est enceinte. Dans une autre vie, cette nouvelle aurait pu la réjouir. Mais là où vit Camille, enfanter est devenu un crime. Il est désormais strictement interdit de procréer. Agathe, contrôleuse aux affaires familiales, applique chaque jour la loi. Au fond d'elle, cependant, son désir d'enfant ne s'est jamais véritablement éteint. Et puis il y a Emma, 14 ans, qui regarde le monde s'effondrer et se demande s'il vaut encore la peine d'y survivre. 3 voix de femmes, 3 façons d'aimer, de résister ou de céder. Dernière génération explore avec une intensité rare la peur de se transmettre dans un monde qui s'éteint et la question vertigineuse: qu'est-ce qu'être humain quand donner la vie devient un acte interdit? Je le trouve hyper intéressant. Donc ouais, c'est un des livres qui me fait le plus envie ce mois-ci. Ensuite, en plus, c'est une autrice que je connais pas du tout, une maison d'édition que je connais pas non plus, donc ce serait une découverte totale. Ensuite, j'ai hésité, me suis dit pourquoi pas. Ma voisine de Lindy Walker aux éditions Les Escales. Alors, le résumé. Visiblement, on va être dans du suspense, du thriller, secret de famille. Alors, ma voisine, une mère idéale, une épouse irréprochable, la perfection incarnée. Enfin, c'est ce que je croyais. 5 enfants modèles, du pain fait maison qui cuit au four tous les matins, un vrai mariage d'amour avec son petit ami du lycée, ma voisine est la parfaite femme au foyer. Alors pourquoi est-elle si froide avec moi? Pourquoi ces enfants ne vont-ils pas à l'école? Pourquoi la famille ne se rend-elle jamais en ville? Ma voisine cache quelque chose. Moi aussi. Bon, ça, forcément, ça m'a un petit peu interpellée. 5 enfants, voilà. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous avez dû comprendre pourquoi ça m'intéresse. Voilà, ça peut être, à mon avis, très drôle en même temps qu'il y a du suspense. Donc ouais, celui-ci, il me fait envie. En plus, Les Escales, c'est une maison d'édition que j'aime bien. Donc ça peut le faire. Je me laisserai peut-être tenter par cet été, en fait. Ensuite, on a La librairie de Primrose Hill de Libby Page aux éditions Nami. Tilly Nightingale, rédactrice pour le magazine à Londres, n'a pas ouvert un seul livre depuis la mort de son fiancé, survenu 5 mois plus tôt. Alors, lorsqu'elle reçoit un appel de la librairie de Primrose Hill pour l'informer d'un dernier cadeau laissé par Joe, elle a du mal à y croire. Il ne s'agit pourtant pas d'une erreur, elle recevra 12 livres soigneusement sélectionnés par Joe avant de mourir pour l'accompagner pendant les 12 prochains mois de l'année. Pendant les 12 prochains mois de l'année à venir sans lui. Grâce à ses lectures, à un libraire mystérieux et au soutien de ses proches, Tilly va réapprendre à vivre, à voyager et surtout à aimer. Ouais, je trouve que ça m'attire vachement, enfin, cette histoire de deuil, mais avant de mourir, son mari lui choisit 12 livres. Je trouve ça trop mignon, trop chouette. Ça me donne hyper envie. Ensuite, ça c'est un livre que je suis en train de lire, Les Hommes de Juillet de Romain Mauffret. Donc c'est de la fiction historique aux éditions Hervé Chopin.
28 juin 1914, 28 juillet 1914. C'est 30 jours qui ont fait basculer le monde. 28 juin 1914, l'Europe apprend avec consternation l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Pourtant, à Paris, le président Raymond Poincaré réagit sans émotion. Selon lui, l'incident sera vite oublié. Il se trompe, car le vieil empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph, veut punir cet attentat pour rétablir l'honneur de son empire en déclin. Donc, on sait très bien ce qui va se passer après, on a tous vu ça au collège et au lycée, mais là, on se concentre justement sur quelques hommes, sur un mois, et du coup je trouve ça hyper intéressant. J'en suis qu'au début, mais pour l'instant c'est bien. On a aussi au tout début la liste des personnages, des personnes historiques, des personnages historiques qui nous donnent les liens. Quand il y a des liens familiaux, ils nous disent qui est qui. Et je trouve ça important parce que c'est vrai que en 1914, il y avait encore justement l'empire d'Autriche-Hongrie avec des dynasties quand même assez anciennes. Et du coup, il y avait encore le tsar de Russie, il y avait Guillaume II aussi en Allemagne. Donc c'était des gens qui étaient des grandes familles et du coup, ils avaient des liens de parenté. Donc c'est important qu'il y ait ce petit rappel aussi au début parce que ça nous permet de resituer aussi. Donc pour l'instant, c'est très intéressant. Ensuite, on a Les Cendres de Dieu de Mona Azam aux éditions d'Avalon, La Pierre Blanche. Il y a 2 maisons d'édition, je ne sais pas pourquoi. Alors, le résumé. Gabriel a tout quitté. Son restaurant à Lyon, son quotidien bien rodé et Marina, la femme qu'il n'a pas su retenir. Il débarque au Liban, sa terre natale, qui ne connaît que de nom. À Psharé, dans un monastère perché au cœur de la vallée de Kadisha, il entame une retraite, pas religieuse, intime. Dans ce lieu de silence et de cèdres millénaires, il part à la rencontre de ses origines, de son père disparu avant sa naissance, de ce pays dont sa mère s'était tue toute sa vie. Peut-on se reconstruire à partir de ce qu'on n'a jamais connu ? Entre la sagesse d'un jeune moine, le regard d'une cuisinière énigmatique et la beauté brute du Liban, Gabriel découvre un monde qui peut-être l'attendait. Un roman lumineux, sensoriel et profond sur l'exil intérieur, la mémoire et le lien entre la terre et l'âme. Ça a l'air d'être un roman calme qui nous permet peut-être de se recueillir, d'être en tête-à-tête avec soi-même. Ça peut être très intéressant et puis ça permettra aussi de découvrir le Liban. Ça pourrait être peut-être un bon livre pour mon tour du monde en livre. Et je crois que le Liban, j'ai pas encore lu d'auteur libanais. Si, je crois que j'ai lu Le Rocher de Tanios de... je me souviens plus de l'auteur. C'est un vieux monsieur, c'est quelqu'un de très connu, mais là ça me revient plus. Mais voilà, un autre livre qui me plaît beaucoup aussi, qui sort ce mois-ci. Il sort le 11. Désolée, il y a du passage, des ouvriers qui passent et tout, et ça va se calmer. Ensuite, l'avant-dernier, c'est Au-delà du désert de Christine Hanna aux éditions Charleston. Jolene et Michael Zarkades sont mariés depuis 12 ans. Comme beaucoup de couples, ils doivent affronter la réalité du quotidien, gérer leurs enfants, leur carrière et leur vie domestique. Alors que leur mariage est en train de s'effondrer, Jolene, pilote dans l'armée de l'air, apprend qu'elle va bientôt être déployée en Irak. Les adieux sont déchirants, mais en tant que militaire, Jolene connaît son devoir. Dès son arrivée, elle comprend ce que signifie être dans un pays en guerre perpétuelle. Malgré la souffrance, elle ne dit rien des heures de vol, des bombes et des feux ennemis dans les lettres qu'elle envoie aux siens. Elle essaie de les préserver de la dure réalité du front, mais quand elle est gravement blessée et rapatriée aux États-Unis, la guerre fait irruption dans leur vie. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la partie en Irak, mais plus la partie où quand elle va revenir dans sa famille, les séquelles qu'elle peut avoir. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Et j'aime bien en général les romans comme ça de chez Charles Stott, en tout cas de plus en plus. Ensuite, en tout cas ceux qui parlent d'histoire, ceux qui sont juste de la romance, non, mais quand il y a une bonne dose d'histoire, ça me plaît. Et enfin, le dernier, c'est Mea culpa de Morgane Alves aux éditions Flammarion.
Après avoir été quitté par Liv lorsqu'il a découvert qu'elle n'était pas stérile, Peter se met en quête du passé de sa femme au détour de ses nombreux carnets. Parallèlement, Claire, la meilleure amie de Liv, se remémore ce qu'elles ont construit ensemble. Bon, on ne sait pas grand-chose, hein. Il fait 350 pages, donc c'est assez court. Il est sorti le 3 juin. J'en ai pas du tout entendu parler, je l'ai vu nulle part. Donc ouais, ça a l'air très chouette aussi. Donc j'espère pouvoir le lire, je sais pas quand, mais en tout cas, il a rejoint ma wishlist. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, vous voyez, il n'y avait pas énormément de choses qui m'intéressaient. Après, il y a quand même beaucoup de sorties, mais beaucoup de jeunesse. Il y a énormément de romans jeunesse pour tous les âges qui sortent ce mois-ci. Donc c'est peut-être pour ça, avec l'approche de l'été, des vacances scolaires. Je ne sais pas. Mais voilà, ce sont les 7 qui rejoignent ma wishlist. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si parmi les 7, il y en a qui vous intéressent, ou si vous en avez repéré d'autres qui sortent ce mois-ci que je devrais louper. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve bientôt pour un vlog lecture. Ciao, ciao!